Qu'elle soit fastueuse ou pas, la vie a juste besoin qu'on lui accorde une attention particulière pour s'épanouir, bien évidemment. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission et merci d'avoir fait le bon choix. Le choix de la RTI, le choix de RTI 1, le choix de C'est Midi. Restez avec nous parce que C'est Midi, c'est maintenant. Oui, C'est Midi, c'est maintenant. Hein, et on est toujours content de vous retrouver en cette période du Covid-19. Voilà, parce que nous avons beaucoup d'informations à vous donner à ce sujet. Mais sachez déjà que la première partie de cette émission sera consacrée au témoignage d'une jeune dame consciente et consciencieuse. On l'écoutera avec bonheur, mais avant qu'il me soit permis de vous présenter la team du jour. Sur ma gauche, on commence par les femmes, toujours. Jessica Bombard, elle est là aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour, merci. Toute rayonnante, hein? Bonjour. Attention. Qu'est-ce qu'on vous a fait, Jessica? Absolument pas. Absolument rien. Non, mais je suis très contente de vous retrouver, franchement. Ouais, surtout de vous voir, Mme Da Silva. C'est un moment quand même. Merci. Votre robe. C'est un plaisir partagé. Hein. Magnifique. Merci infiniment. Ouais. L'actrice. Wow. elle a beaucoup de talent, cette jeune Vraiment dame. beaucoup de talent. Et Ce que j'adore, c'est qu'il y a elle, un petit côté décontracté et tellement chic, c'est frais. C'est frais. Bon, c'est le des déclarations. Je vous en prie. Merci, Lucelle, c'est gentil. C'est gentil, merci. Non, pas de relation incestueuse. C'est la famille, n'est-ce pas? Trop de barrières. Ça va, le poète? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, je pense hier ou aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Non, c'était aujourd'hui au bureau. Je suis tombé sur Drôle de famille, c'est ça? J'ai trouvé ça vraiment drôle, vraiment tordant. Et j'ai aimé aussi le petit côté subtil que vous avez apporté, parce que je sais qu'il y a votre touche quelque part là, dans ce magnifique projet. Ce petit côté subtil où vous informez, vous avisez, sensibilisez les téléspectateurs par rapport à tout ce qui suit sur le Covid, sur la pandémie et tout. Merci infiniment, j'apprécie. Mais je veux dire aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent que je ne suis pas responsable de cette dia. Voilà, c'est pas préparé. Hier, l'équipe est revenue là-dessus. Aujourd'hui encore, juste vous êtes en train de manifester votre satisfaction, effectivement, votre fierté, voilà. Et j'apprécie énormément. Le truc, en fait, on n'a pas préparé ça. Non, mais on n'est pas là tous les jours, c'est pas les mêmes personnes. Non. On a des choses à dire tous les jours. Bah ouais. Je pense que d'ici lundi, c'est bon, on aura fait le tour. Chacun aura donné ses encouragements. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup, Lucène, et je suis aussi très heureuse de vous retrouver. Docteur Philo, tout va bien? Ça va. Au-delà, avec le jeune, voilà, souffrez que je ne fasse pas de compliments. C'est le quelième jour aujourd'hui? Franchement, non, Caro, excuse-moi. Ça, c'était pas du tout préparé aussi. C'est vrai. Caro. Mais si vous avez l'habitude de faire le jeûne, je pense qu'on doit être au 14e ou au 15e jour. Moi, je ne calcule pas. 15e jour, voilà. Quelqu'un qui a la foi, il ne calcule pas. Lui, il met dedans. C'est ceux qui ont peur. Là. Nous, souvent, moi, je dépasse. On me dit non, c'est Ramadan demain. Moi, j'oublie. Donc, c'est la foi. Puis, parlant aussi de drôles de femmes, il faut rappeler aussi, c'est pas du tout préparé. Drôle de famille. Il y a aussi les retrouvailles de Ramadan juste avant. Drôle de famille dans lequel je suis. C'est ça, bien sûr. C'était pas du tout préparé aussi. Merci, docteur Philo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du manque de confiance en soi. Vous le savez bien, il se traduit par plusieurs sentiments. Ça peut être la peur, le manque d'audace, la timidité et bien d'autres. Et le manque de confiance en soi tire très souvent ses origines dans l'enfance. Trêve de commentaires. Nous allons dans quelques instants recevoir le témoignage d'une jeune dame, son nom Ambofa Kenza, à travers le thème suivant. Complexé par mon physique, j'ai manqué de confiance en moi. Et voilà, j'ai manqué de confiance en moi. Le temps est important, hein. Le temps utilisé ici est important chez le passé. Est-ce qu'il y a eu un changement? Si oui, comment est-ce que cela a été possible? Quel a été le processus par lequel notre invité a changé? Tout cela, vous le découvrirez dans quelques instants. Mais avant, voici le profil de notre invité, avant de la recevoir sur le plateau.
Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une invitée qui a su briser les chaînes de l'inaction. Kenza Ambofo, de son nom complet, Kenza Anaya Ambofo, est une entrepreneuse franco-ivoirienne et photographe autodidacte née un 26 mars à Abidjan. Elle est en couple et suit actuellement une formation en marketing, communication et événementiel à l'école de commerce française. Engagée depuis le 2 septembre 2019 pour la cause féminine, Kenza crée l'association Nani Cécile, une association qui permet aux femmes de regagner confiance en elles, car elle-même victime d'harcèlement pendant 4 années, elle perd confiance en elle. Découvrons tous les détails de son histoire dans un instant avec Caroline. Kenza Ambofo, eh bien, elle vit entre la France et la Côte d'Ivoire. Elle est entrepreneure franco-ivoirienne, photographe, autodidacte. On l'a pas applaudi, hein? Kenza. Bonsoir. Enfin, bonjour. J'adore ce prénom. Il est quand même très moderne. Avant, on avait les Caroline, les Catherine, les Geneviève. Mais Kenza, ça fait joli quand même. Merci, c'est gentil. Tout va bien, j'espère. Super, merci et vous? Bah, très bien, toujours. Hein, on est obligé de faire avec. Hein, voilà, malgré la situation, on est obligé d'être très, très positif. Voilà. Tous positifs ici sur le plateau de C'est Midi. C'est l'important. Voilà. Il y a eu à manger, il n'y a pas eu à manger, on s'en fout. C'est la phrase. On est en vie et la vie continue. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. N'est-ce pas? Alors, Kenza, complexée par mon physique, j'ai manqué de confiance en moi. C'est donc le thème autour duquel, je ne dirais pas que nous allons débattre, mais plutôt échanger. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui se chargera plutôt d'examiner de fond en comble ce thème. Docteur Philo, la balle est dans votre camp. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est le rire, là. C'est quoi? Non, mais parce que vous avez un rire avant de commencer. Je sais pas c'est quoi. C'est là où vous trouvez l'inspiration pour nous mentir. Il prend en fait son élan. C'est ça. C'est une façon pour lui de prendre son élan. Un petit rire là. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore confiance en vous. Où est le rapport? Je sais pas. Mais heureusement que vous êtes là, docteur, en toute logique. On va dire ça. Vous allez m'aider. C'est une bonne tradition pour rentrer dans Je savais. Pourtant, ça n'a rien à voir. On vous connaît maintenant, on vous connaît. Mais heureusement que vous avez confiance en vous maintenant, que c'était, comme Carole l'a dit, c'est au passé. Voilà, mais en même temps, dit que moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Depuis mon bas âge, je lui dis. Et déjà, même les parents même nous préparent à cette confiance-là. Et quand bébé même vient au monde, le fait de le secouer déjà, c'est pour lui dire, tu es toi-même, tu ne dépends plus de tes parents. Toi, tu es toi-même dans la vie. Faut avoir... Non, sérieusement. Et les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Moi, aujourd'hui, mais je voulais dire non. Je voulais simuler quelque chose pour dire, il ne peut pas venir aujourd'hui. Mais quand j'ai vu sa photo, j'ai dit, ah, j'ai venu voir ça de près. C'est qu'elle là où elle n'a pas confiance en elle là. Donc il faut voir la vie, le monde. J'ai dit que peut-être demain même là c'est la fin du monde. Il faut profiter. Moi je profite de la vie. Hein. Je vous ai donné un programme tout à l'heure. Donc faites-moi signe ce soir. Hein. Il faut qu'on ait profité de la vie. Il faut profiter de la vie. Les gars, le coup. Non, c'est sérieux. Voilà, on n'a pas le temps. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et généralement, c'est souvent ça à l'école primaire. Moi, on m'a toujours appelé le vilain. Jusqu'à présent, les gens disent que je suis vilain. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je m'accepte, je le reconnais. Non. Moi, je sais que mon visage est comme ça, je sais ça. Mais souvent les gens ont de dire. Les gens vous pensez que vous êtes vilain? Moi, c'est pas totalement, mais je sais que là, moi, je sais que mon visage est comme ça. Non, mais on peut pas tout savoir. Ça veut dire quoi, mon visage? Moi, mais ça veut pas dire que... Bon, depuis le code primaire, on me dit ça. Voilà. On me dit ça, j'ai laissé ma Zoumana, je suis comme ça. Mais je me suis toujours accepté. Je veux dire, depuis c'est à l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on voit ce genre de choses-là. Quand tu prends la croix, c'est pourquoi je suis un peu écœuré quand j'ai vu la semaine dernière Manu Joly, l'actrice Manu Joly, bien en forme là, dit qu'elle abandonne le showbiz. Parce qu'elle n'arrive plus à supporter les railleries quand elle va aller jouer un rôle. Toi, la grosse attache de quel rôle ici? Alors, je suis peiné par cela. Il faut avoir un moral. J'ai toujours dit, il ne faut plus avoir un moral de fer, il faut avoir un moral d'acier. C'est-à-dire, les gens sont méchants. Même là, Drogba, il fait voir des mauvais. Drogba est bien. Drogba, c'est quelqu'un, même quand on le blesse, il sourit sur le terrain. Mais, petit truc, les élections là, excusez-moi, je n'ai pas de parti pris, mais les gens sont sur les réseaux sociaux. Quand Lucien prenne sa photo tout à l'heure, ils mettent sur les réseaux sociaux pour dire, je vous souhaite une excellente journée. Ils vont trouver quelque chose à dire sur lui. Donc il faut s'accepter toi-même. Toi-même, accepte-toi d'abord avant que les autres t'acceptent. C'est tout. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens dans cette situation. Acceptez-vous vous-même. J'ai dit à maintes reprises que Dossi Yao, c'est accepté. C'est pourquoi il est comme ça.
Voilà. Donc il faut s'accepter toi-même. Et puis Ça voilà. va être la fin de votre chronique. C'est la chute. Oui, la chute. Mais Il y a une conclusion. mais j'ai dit que vous avez parlé de Paris-France. C'est passé peut-être que c'est dans l'école des Blancs, il était. Sinon, EPP Djoulabougou, il faut dire à une fille Djoula, il faut dire Rokia Logroba ou bien Namlaka Logroba. À la récréation, c'est elle-même qui t'attend devant la classe. Il a flamme pour Logroba et on va se battre. Vous pouvez pas négliger ça. Et les autres, ça c'est le conseil aux autres. Voilà, il faut accepter, c'est le plus important. Merci J'en ai beaucoup. fini, c'était là la chute. Et voilà, donc normalement, pour pouvoir traiter un problème, il faut aller à la racine. Et pour aller à la racine, il faut poser des diagnostics et se poser aussi de bonnes questions, telles que qu'est-ce qui peut entraîner le manque de confiance en soi? C'est à vous de jouer. Chris Pattern-Assémian, c'est votre opinion. On peut forger sa confiance en soi. Parce que de toutes les manières, on vit dans un monde qui ne fait pas, qui n'offre pas de choses. C'est un monde agressif. Donc on peut forger sa confiance en soi. Pour nous, par exemple, qui sommes dans le domaine de la foi, on puise notre confiance en soi dans la parole de Dieu. Quand on manque de volonté, déjà la base est déjà force et on n'a pas le courage, donc la confiance n'est pas là. Mais la volonté nous permet d'avoir la confiance. Quand tu ne sais pas, tu vas savoir si tu peux réussir ou échouer. Mais c'est quand on essaie, quand telle chose j'ai essayé, j'ai échoué. Quand on échoue, ça veut dire que tu as essayé, mais tu as vu que tu n'as pas toutes les capacités. Quand tu réussis, j'ai réussi à faire des choses. Il faut toujours essayer quelque chose pour savoir si la chose que je fais là, c'est bon ou c'est pas bon. En ce moment-là, on a la confiance. N'est-ce pas? Je suis bien d'accord avec ce dernier intervenant parce que la confiance en soi aussi découle de nos réussites. Voilà. Des fois, on a peur, mais quand on essaie, ça installe quand même une certaine confiance quand on réussit. N'est-ce pas? Vous ne direz pas le contraire. C'est très important. Alors, il faut dire que Kenza, vous êtes issue d'une famille monoparentale. Vous avez donc été élevée par maman, papa était absent. C'est ça. C'est seulement tout récemment que vous avez rencontré votre papa. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un tant soit peu l'environnement dans lequel vous avez grandi, l'enfance? Comment ça s'est passé? Alors, je pourrais dire que j'ai une belle enfance. Une belle enfance. L'absence de mon papa n'a pas été pour moi un frein. Comme tous les enfants, je pense qu'on se pose des questions à un moment donné. On se demande pourquoi mon papa n'est pas là. Mais après, cela n'a pas été pour moi quelque chose qui m'a handicapée dans la vie. J'ai reçu énormément d'amour de ma maman. Donc, j'ai eu envie de dire, vous avez beaucoup de chance. Elle doit avoir beaucoup confiance en elle, votre maman. C'est une femme très forte. C'est un modèle et elle m'a aimée pour deux. Et oui, il y a 1 an, j'ai repris contact réellement avec mon papa et aujourd'hui, on peut dire qu'on a de bonnes relations. Et à quel moment de votre enfance, puisque vous avez baigné dans l'amour de votre maman, vous n'avez manqué de rien, au point où vous n'avez même pas senti l'absence de votre papa, oui. À quel moment vous êtes rendu compte que vous manquiez de confiance en vous? Je pense que j'ai décelé chez moi un manque de confiance réel en seconde. Mais après, ce manque de confiance, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au fur et à mesure des années, du début de la période d'harcèlement jusqu'au jour où, tout simplement, j'ai décidé de me reconstruire et de passer à autre chose. Mais je pense que j'ai compris que j'avais un manque de confiance en moi le jour où j'ai décidé de ne plus avoir un manque de confiance en moi. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention, harcèlement. Oui. Comment est-ce que cela s'est manifesté dans votre vie? Alors, moi, le harcèlement que j'ai vécu, c'était un harcèlement scolaire. J'étais insultée et lynchée verbalement par d'autres élèves. Heureusement. Enfin, mais c'est tout aussi grave. Par d'autres élèves de ma classe qui se permettaient de me donner des surnoms désobligeants. Du genre Boubou de la grosse, c'était mon surnom. Des fois, on me l'écrivait sur un petit papier, on me le lançait en cours. On faisait des remarques du style ne courez pas à côté de Kenza parce que si elle tombe, elle va vous écraser. Ou quand Kenza marche, la terre tremble. Et c'était ça au quotidien, toute la journée. Ça ne s'arrêtait jamais. Et c'était aussi visible que ça? Combien de kilos à peu près à cette époque-là? Je pense que j'étais
plus mince que je ne le suis aujourd'hui. Donc, je sais pas. Je ne saurais pas dire exactement, mais je pense que j'étais plus mince que ce que je suis aujourd'hui. Alors, ces railleries-là provoquaient quoi en vous, à l'intérieur de vous? Je me suis auto-détestée. Je me suis auto-dénigrée. Je n'avais pas forcément d'estime pour ma personne. Du coup, je laissais un petit peu les autres me dicter ce que je devais être, comment je devais penser, comment je devais fonctionner. Donc, je me suis retrouvée à détester ce que j'étais, à me regarder dans le miroir et à me dire, mais c'est horrible. Je suis Bouboule, je suis vraiment Boubou la grosse, je ne vaux rien. C'est ça, totalement. Jess? Oui, enfin, c'est difficile d'imaginer qu'une personne comme vous a vécu ce genre de choses parce que franchement, il faut le dire, vous êtes magnifique. Merci. Vraiment, je sais qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous, mais vous êtes magnifique. Merci. À quel âge, sinon, en quelle classe ça a démarré? Et est-ce que vous avez parlé de ça à vos parents, à votre mère, par exemple? Alors, j'ai parlé, ça a démarré en 6e, réellement, pour moi. Et ça a duré jusqu'à peu près fin de 3e, mi-seconde, je dirais. En tout cas, selon les considérations que moi j'y ai accordées. Après, oui, j'en ai parlé à ma maman. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a pas le pouvoir de gérer les enfants d'autrui. Après, elle vous a quand même rassuré quand vous lui en avez parlé? Elle n'a essayé que de faire que ça, mais le souci, c'est que quand tu n'as pas confiance en toi, on a beau te rassurer, ça ne fonctionne pas. Mais je pense que ça a été aussi assez dur pour elle parce qu'il y a eu une période où, par exemple, je ne voulais plus aller à l'école. Je suis rentrée un jour de chez moi, de l'école, et j'ai dit à ma maman en pleurant, je ne veux plus jamais y remettre les pieds. Oh. Donc ça a été dur pour elle parce que je pense que pour une maman qui élève seule son enfant, le voir dans une telle souffrance, c'est compliqué, surtout qu'elle n'a pas forcément les solutions à mes problèmes, mais personne ne pouvait me donner la solution à ce problème à part moi. Est-ce que ce manque de confiance-là a eu des répercussions sur vos études? Pas sur mes études, parce que pour moi, c'était essentiel de rester brillante dans ce que je faisais. Donc, je n'ai pas laissé ce manque de confiance en moi avoir une répercussion sur mes études, parce que tout simplement, je me suis toujours dit, si physiquement, à cette époque, je me disais, si physiquement, au moins, tu n'es pas bien, ben, au moins, il faut que tu sois parmi les meilleurs dans ce que tu fais. Donc, j'ai toujours essayé d'être assez élitiste sur mon parcours scolaire. Donc, à ce niveau-là, rien à signaler? Non. Voilà. Alors, on va donc passer certains détails. Alors, à quel moment vous vous rendez compte qu'il y a eu un changement? Parce qu'il y a eu la période du manque de changement, il y a eu les manifestations de tout ce qu'on peut avoir comme effet collatéral, tout ça, donc vous l'avez vécu et vous étiez consciente que vous n'aviez pas du tout confiance en vous. Oui. Et arrivé à un certain moment, vous pensez avoir confiance en vous. Oui. C'est deux choses vraiment différentes, hein? C'est deux sensations très particulières. Et à quel moment on réalise qu'on a confiance en soi? Je pense que j'ai réalisé que j'avais confiance en moi quand je suis capable d'entendre, déjà la première chose, d'entendre des commentaires négatifs ou des phrases qui pourraient être malveillantes sur moi ou sur ce que je fais sans que ça ait un impact particulier sur ce que je pense de moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais confiance en moi le jour où je me suis levée et que tu te lèves le matin, que tu as la pêche, que tu es contente, que tu te dis allez, ce matin, je vais tout déchirer, je suis jolie, je suis forte, je suis intelligente et le monde m'appartient, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que, oui, je me suis dit ça y est, tu as fait le parcours. Alors, on ne décide pas du jour au lendemain en un clic de passer du manque de confiance à la confiance en soi. Vous allez nous dire par quel procédé ou par quel processus, par quelle thérapie vous êtes passé
pour obtenir ces résultats? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. On va juste à la pub et puis on se retrouve dans quelques instants. Là, on est donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi. C'est pas l'heure de la récréation, hein, c'est juste la pub, hein, les garçons. Ça va, tout va bien? Ça va très bien. Et juste avant la pub, on échangeait avec notre invitée Kenza. Kenza, qui a donc souffert d'un manque de confiance en elle. Elle était moquée par ses amis, rayée par ses amis. Et puis aujourd'hui, il y a eu un changement, il y a eu un déclic. Et juste avant la pub, on lui demandait comment a-t-elle pu passer donc de cette première étape à la seconde. Elle nous en dit plus tout de suite et maintenant. Pardon? Il y a eu une thérapie, voilà. Oui, alors... Et là, présentement, avant la thérapie, présentement, vous êtes assise. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez confiance en vous? À chaque fois qu'on me demande si j'ai confiance en moi, je dis à 99%. Parce qu'il y a toujours un petit pourcent des matins, on se lève, on dit oh, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Mais sinon, je ne doute plus de ce que je suis. De ce que je vous appelle vaux. Boubou la grosse, Ni chaud ni froid. Boubou la grosse. Ni chaud ni froid Boubou parce la que j'aime mon corps. Je suis consciente de ce que je vaux, de ce que je sais faire, de mes qualités en tant que personne. Donc, libre à chaque être humain d'apprécier et de déprécier ce que je suis. Et justement, ce que vous dites est très important parce que généralement, quand on veut savoir un peu comment sortir de la confiance en soi, on vous dit par exemple, il faut vous tenir droit. Voilà, c'est beaucoup plus axé sur l'aspect physique. Et il n'y a pas que ça. La confiance en soi ne se limite pas à l'aspect physique. Il y a ce qui se passe à l'intérieur. Totalement. Donc je suis tout à fait d'accord quand vous parlez de qualité. J'ai confiance en mes qualités, j'ai confiance en ce que je vaux, j'ai confiance en ce que je peux faire. C'est totalement ça. Parce que le manque de confiance en soi ne nous affaiblit pas que sur l'image physique qu'on a de nous. Ça nous affaiblit également dans nos relationnels, dans notre univers professionnel. En fait, c'est un ensemble. Ça a un impact sur tout, et il n'y a rien qui est mis de côté par ce phénomène, en fait. On n'élude pas la question de la thérapie. Hein. Jess a une question dans ce sens. Non, c'est sûr, parce que finalement, en fait, ce que vous ressentez à l'intérieur va finir par réjaillir sur votre extérieur. Totalement. Je sais qu'à l'époque, quand vous n'aviez pas confiance en vous, vous habillez très large. Oui. Aujourd'hui, on voit la femme que vous êtes, on voit sur ces images que vous avez vraiment complètement assumé là. Très féminine, super jolie et tout ça. Merci. Alors, j'imagine qu'à l'époque, vous avez essayé de maigrir à tout prix. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez des efforts un peu ou pas du vous tout. assumez? Alors, pas du tout. Je ne cherche absolument pas à perdre de poids. Je surveille ma ligne dans le sens où je ne cherche pas à en prendre ni à en perdre. Mais je suis très bien dans ma peau, pardon, et j'apprécie totalement la personne que je suis physiquement et intérieurement. Et vous avez bien raison. Lorsqu'à 20 ans, on est aussi posé, on sait ce qu'on fait, et on met en place une association pour une cause noble, on peut se dire que tout baigne, quoi. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment curieuse de voir comment est-ce que vos amis, qui vous appelaient avant la bouboule, là, comment est-ce qu'ils vont penser aujourd'hui. Vraiment, moi, je suis curieuse. Hein. D'accord, on y reviendra. La thérapie. Alors, elle a duré combien de temps et comment ça s'est passé? Je pense qu'elle a duré à peu près 3 ans. Donc, c'est très long. Elle a duré 3 ans. C'était un processus pendant lequel j'ai dû me déconstruire pour me reconstruire. Donc, j'étais face à moi-même, face à mon passé, face à ce que je voulais être. Et j'avais tout ça à gérer en même temps. La déconstruction. Totalement. Elle consiste en quoi? La déconstruction, en général, je l'explique aux femmes que j'ai en mentoring en leur disant que voilà ce que tu penses de toi aujourd'hui. Voilà ce que tu veux être. Le chemin qu'il y a entre ces deux personnes, c'est la déconstruction. La déconstruction, c'est se dire qu'il faut écraser, comme sur un ordinateur, tout ce qu'on pense de nous pour adopter une nouvelle façon de penser. Et c'est quoi? C'est quoi qui nous permet d'atteindre ces objectifs-là? Alors, c'est la foi, c'est lire c'est la méditation. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est du coaching. Il y a énormément de choses. Moi, je l'ai fait toute seule. Donc, je ne dis pas que c'est forcément du coaching. Par contre, il y a ma foi qui est rentrée en jeu. Je suis très croyante, donc je priais beaucoup, je me confiais beaucoup.
au Seigneur. Qu'est-ce que vous lui demandiez dans vos prières? Je lui demandais juste de faire ressortir ce qu'il avait mis de si merveilleux en moi. Oh, c'est génial. C'est beau. Donc, il y a eu la foi, il y a eu beaucoup de lectures. Je me suis mise à lire énormément de livres, par exemple de Paulo Coelho, qui est un auteur qui m'inspire beaucoup. Je me suis inspirée du parcours de femmes exceptionnelles comme Oprah Winfrey. Je me suis aussi accordé le temps de souffrir, de pleurer, de cicatriser, d'accepter. J'ai fait face à mon passé parce que pour régler un problème, on ne peut pas l'éviter, on doit lui faire face. Donc on ne peut pas passer à autre chose si on ne fait pas face à une situation. Donc je prenais du temps pour moi, 1 heure, 2 heures, je me posais, je pensais à ce qui m'est arrivé, à ce que je pense, à ce que je suis, à ce que j'ai entendu, à mon histoire. Je me parlais tous les jours. Ça, c'est très important. Tous les jours, je continue de me parler tous les jours. Qu'est-ce que vous disiez à Kenza? Je disais à Kenza qu'elle était forte, que Kenza, qu'elle doit se battre, qu'elle doit y arriver, que Kenza n'a aucun complexe. Non. C'est terminé, Oui. c'est le passé. Oui. Alors, donc, moi, je vais savoir. oui, allez-y. Philo a changé. Après ce processus-là, après cette thérapie, qu'est-ce que vous répondiez aux personnes qui essayaient de vous minimiser, de vous critiquer, de parler de votre physique? Alors, il y a 2 solutions. Moi, soit je réponds par l'ignorance, c'est-à-dire que je t'ignore, mais pas... Parce que souvent, avant, j'ignorais parfois, mais je prenais pour moi. Là, je t'ignore totalement comme si tu n'existais pas et tu n'avais rien dit. Et puis, il y a des gens que je remets tout simplement à leur place, en leur disant que ça ne les regarde pas. C'est ma vie, c'est mes choix, j'en fais ce que je veux, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Et que si la personne n'est pas contente, ben ça ne regarde qu'elle. Je ne veux pas le savoir, ça ne me concerne pas. C'est son opinion personnelle. Donc je n'hésite plus à remettre les gens à leur place. Et je n'hésite plus aussi à faire savoir aux gens que je suis bien dans ma peau. Donc s'ils essaient de briser un petit peu pourquoi je me suis battue, je ne vais pas les laisser faire aussi facilement. Et qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie, dans votre quotidien, une fois que la confiance s'est installée? Alors, la première étape, c'est l'étape du bonheur quotidien. Le bonheur de se lever. Quotidien. Le bonheur de se lever, de dire, voilà une nouvelle journée où je pourrais être excellente, une nouvelle journée où je pourrais être à l'image de ce que le Seigneur voudrait que je sois, une nouvelle journée pour accompagner des femmes, une nouvelle journée pour bosser, une nouvelle journée pour accorder du temps à ce que j'aime. Donc, il y a le bonheur de vivre. Et puis, aussi, il y a le fait de se dire que t'es magnifique, t'es forte, regarde ce que tu arrives à faire, regarde ce que tu vaux, regarde les gens qui t'entourent, regarde ce que tu es, tout simplement. Parce que tu inspires aussi. Oui. D'accord. Alors, vous avez confiance en vous jusqu'au point de mettre sur pied une association, Nani Cécile. C'est ça. Nani Cécile, pourquoi? Alors, Nani veut dire jolie en hawaïen et Cécile est le 2e prénom de ma maman. Hawaï, c'est une destination de rêve ou Oui. Pourquoi pas? Parce que j'allais vous demander pourquoi le choix. Parce que tout simplement, j'ai cherché une façon de dire jolie, de façon différente. Voilà, différente, élégante. Jess n'est pas d'accord. Non, mais est-ce que vous voyez? Non, attendez. Elle n'est pas d'accord. Il y a le baoulé, il y a le BT, il y a le Sénoufo. Il y a combien d'ethnies dans ce pays? Une 60aine, il y a le Tagbana, il y a le Gouro. Clairement, il y a un bien. Non, mais elle a dit qu'elle voulait quelque chose d'esthétique, au fait. Donc voilà. Pardon. Exotique peut-être. Exotique, parce que esthétique, je peux vous dire que Sénoufo, c'est très exotique. Et très esthétique. Ouais, il y a Folo Cécile. Je sens, les gars. Oubliez ce que je viens de dire. D'accord. Je ne vais même pas vous demander comment on dit joli en Sénoufo. Je préfère pas. N'allez pas me faire ça. Non, la nation entière, voyons. Je préfère pas. Alors Kenza, on va donc terminer. Parlant de cette association, est-ce que vous pouvez nous donner la mission fondamentale de Nani Cécile? Alors, quand je résume, je dis souvent que Nani Cécile Association est une association qui se bat pour accompagner les femmes afin qu'elles retrouvent leur estime d'elles-mêmes,
ce n'est pas qu'une question de confiance en soi, c'est les pousser à se dépasser, à croire qu'elles sont capables, intelligentes, belles et fortes, et surtout leur rappeler qu'elles sont uniques. On ne vous a pas dit que non, c'était trop tôt, cette association, il fallait... J'ai demandé l'avis de personne. D'accord. Je n'ai demandé l'avis de personne. J'ai fini de monter mon projet et je suis allée voir ma maman. Je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. Et elle m'a dit, c'est super. En général, quand j'ai besoin d'un avis, je vais voir ma maman. Il n'y a que son avis que je considère. Mais c'est très intéressant parce que c'est véritablement la démonstration de la confiance en soi. Parce que des fois, on a peur, on a des inquiétudes. Il y a une petite voix à l'intérieur qui dit « Mais est-ce que vous allez réussir? Est-ce que c'est le moment ?» Mais il n'y a rien qui nous dit que ce n'est pas le moment. Mais on attend toujours en fait l'approbation des autres. Et quand vous allez pour l'approbation des autres, ils seront toujours prompts à vous décourager. Si vous-même, vous ne croyez pas en votre projet, ce n'est pas les autres qui vont y croire. Je vois ça. Rôle de famille. Non, je ne fais pas allusion à ça, mais il y a plein d'autres choses. Non, mais Carolyn Da Silva, excusez-moi, mais c'est le moment de le dire. Vous avez mené votre projet qui a commencé, peut-être qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Peut-être que vous-même, au fond de vous, vous n'imaginiez pas, en fait. Aujourd'hui, on en est là. On est parti d'un spectacle vivant à un programme de télévision. Et franchement, c'est pas rien. Et je pense que pour arriver là, il y a eu vous allez des étapes. Faire, non, franchement, non. Et on va ajouter ce qui est bien dans cette émission, c'est que... D'accord, on va ajouter, c'était pas prévu. Laissons plus, c'est terminé. Alors, allez-y, merci. Très, très rapidement, on va demander à notre Kenza Chérie de donner des conseils à toutes les jeunes filles qui nous regardent, à toutes ces personnes qui manquent de confiance en elles. Il faut absolument leur parler. Parce que ça commence surtout les jeunes filles. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, moi, le message que j'ai pour ces jeunes filles, ces femmes, ces petites filles, parce qu'on travaille aussi, on essaie de commencer un processus qui va pour travailler avec les écoles. Aussi, on va vers des femmes plus âgées. On travaille vraiment avec toutes les femmes parce que le manque de confiance en soi, il est autant pour les femmes âgées et il commence souvent dans l'enfance. Mais le message que j'ai pour ces jeunes filles, c'est regardez-vous et regardez autour de vous. Et il est important de voir qu'il n'y a personne qui est comme vous. Vous êtes pleine de capacités, vous êtes unique, vous êtes intelligente. Et peu importe ce qu'on peut vous dire ou vous faire croire, c'est ce qui est vrai. Alors, il est important de chercher en vous la solution pour dépasser ce manque de confiance en soi. Parce qu'on a beau vous accompagner, mais on ne fait pas le travail à votre place. Merci, on ne trouve pas le travail à votre place. C'est vrai que vous pouvez avoir peur, c'est normal, la peur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de continuer d'avoir peur et de se laisser tétaniser par la peur. Alors transformez votre peur en énergie positive et foncez. On fonce pour la pub. À tout de suite. Merci. Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, quand tu n'as pas un compte Move Money, il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou recharger un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Voilà, on est de retour sur le plateau de ce midi et c'est l'instant Covid. Qu'est-ce qu'il fait Toutes là? les informations nous seront données par Dr Kaboré qui va nous rejoindre tout de suite. Paulus s'est déjà installé. Alors Paulus, jamais sans son masque. Voilà, c'est donc le seul qui respecte toutes les règles ici. Nous respectons aussi les règles. La distanciation est respectée, mais il est tellement difficile de parler avec le masque que vraiment on risque d'être inaudible. Hein. Et Caroline, figurez-vous, en fait, en début de semaine, quand je suis rentré, j'ai un ami qui est venu me rendre visite. Et à peine je suis sorti, il a commencé à rire. Il dit, ah, je comprends quand Caroline disait que tu n'es jamais sans ton masque. Ouais. Non, mais en fait, je savais que quelqu'un m'attendait devant le portail, donc je le porte pour ça. Mais non, comment ça? C'est bien. On n'est jamais trop prudent. Il est trop correct aussi. Le gars là, non. Il est tout. Essayez de faire comme lui aussi, on sait jamais. Alors, c'est Dr Kaboré que nous attendons. Kaboré. Pendant ce temps, on va s'intéresser aux statistiques. Bien sûr, les statistiques. Alors, hier, on a enregistré 52 nouveaux cas positifs de coronavirus et 20 guéris, ce qui porte désormais à 1516 le nombre total de cas positifs enregistrés sur le territoire ivoirien. Et quand on retranche les 18 décès et les 721 guéris, ça nous donne 777 personnes en traitement. Voilà. Merci beaucoup, Paulus.
Je vous en prie, Caroline. Alors, bonjour, bonne arrivée. Docteur Kaboré, je rappelle qu'elle est docteur en pharmacie. Oui. Bonjour. Vous savez que c'est pas facile d'être sur un plateau de télévision. C'est vrai qu'elle est inhabituée maintenant, mais bon, il faut toujours encourager. Docteur Kaboré, on est très très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Et merci pour toutes ces informations. Hein. La répétition étant pédagogique, ça nous permet au quotidien de nous rendre compte qu'il faut adopter le bon geste. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui, Tout on à a des fait. questions. Tout à fait. Et on démarre. Aujourd'hui, on a des questions qui ne viennent que de Twitter. Donc, les internautes ont juste mentionné le hashtag C'est Midi. Ça nous a permis de voir les différentes questions. Et la première, elle est de Koné Balafranc, qui dit « Je voudrais savoir si, à part le poumon, le Covid-19 n'attaque pas d'autres organes, les reins, le foie ou je ne sais quoi. » Si, plus on avance, plus on se rend compte que au début, on était focus sur l'inflammation des poumons. Et comme c'est une nouvelle maladie, on découvre qu'il y a l'atteinte du système nerveux, vous avez des céphalées, etc. Il y a l'atteinte du cœur, il y a l'atteinte du foie, du système digestif avec les diarrhées, etc. De toute façon, le corps est une machine. Surtout au niveau du nez, il y a énormément de vaisseaux sanguins. En plus de créer une inflammation des poumons, Corona crée une inflammation de tout le système sanguin. Et étant donné que le corps, c'est une merveilleuse machine où tout est relié, ça va jusqu'à l'atteinte des reins, des terminaisons nerveuses. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a de nouvelles maladies. C'est-à-dire que les scientifiques doivent se mettre à jour tous les jours. Tous les jours. Vous avez bien remarqué que la dernière fois, il n'y avait pas de transmission mère-enfant. Et que 3 jours après, il a fallu que je revienne sur ce que j'avais dit, qu'en fait, ça existe. Donc, cette maladie, la seule façon, c'est de porter son masque pour éviter que ça rentre dans les muqueuses, dans le nez, etc. Parce que tout le corps humain est relié et on se rend compte qu'il ne s'arrête pas seulement au poumon, mais qu'il va partout. Parce que les terminaisons nerveuses, on l'a vu sur les enfants avec la maladie de Kawasaki. Alors, la deuxième question, elle est de Béli Séverin, qui dit « Docteur, on a appris qu'il y a des essais de vaccins qui étaient en cours. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?» Alors, les essais de vaccins ont commencé, il me semble, en Angleterre, il y a 1 semaine. Des essais cliniques. Les essais cliniques, les gens se sont injectés. Ce n'est pas en 1 semaine qu'on va avoir les premiers résultats. Ensuite, si ces résultats sont positifs, il va falloir continuer à faire des tests pour savoir si ça s'adapte à tout type de population. Donc, ce vaccin-là ne pourra pas, ensuite la mise au point au niveau de l'industrie pharmaceutique, on n'en aura pas avant 1 an. Donc, ce vaccin anti-Covid, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit là la semaine prochaine. Ça, c'est impossible. Même si on découvre un nouveau médicament, ce n'est pas pour tout de suite. Parce que vous avez bien vu que l'OMS, par exemple, a dit qu'il était d'accord avec... l'OMS était d'accord avec certains produits issus de la médecine traditionnelle, mais en même temps, ils ont dit qu'ils ne pouvaient le valider que s'ils ont des résultats probants. Ce qui signifie qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. Que même si on a une découverte aujourd'hui, on ne pourra en parler que dans 1 an. Donc la seule solution, c'est de respecter les mesures barrières qui fonctionnent. Et on est de plus en plus sceptique quand on entend ce genre de propos, puisqu'on sait pertinemment que la médecine évolue, la médecine a considérablement évolué. Est-ce que pour la certification d'un médicament, on a besoin d'attendre jusqu'à 1 an? On est obligé. Si vous voulez éviter les effets secondaires, on est obligé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette maladie inconnue? C'est traiter les cas symptôme par symptôme. C'est ce qu'on sait faire. On sait traiter, vous avez le poumon inflammé, on sait traiter, vous avez une gastro-entérite, on sait traiter, vous avez
le rein atteint, on s'est traité, vous avez le foie. Mais un comprimé global qui traite tout le corps ou qui va arrêter la multiplication de ce virus qui vient d'à peine d'être à l'étude, il faut laisser le temps aux scientifiques. Regardez mais pendant combien... tout ce temps, le virus, il va se propager. Non. Avec on tous a les cas qu'on remarqué a une par seule jour. chose positive, c'est que si les mesures barrières sont respectées, ils reculent. C'est la seule chose. Masquons-nous, respectons, lavons-nous les mains, respectons les mesures barrières. À force de se promener et qu'il ne trouvera personne à contaminer, il finira bien par reculer. Masquons-nous vivants pour rester en vie. Merci. Oui, Paulus. Merci. Alors, le message de Brahima Bamba, cette fois-ci, il dit, docteur, quand vous regardez cette maladie et les différentes recherches, à votre avis, quand est-ce qu'on pourra venir à bout de cette maladie? Eh bien, c'est ce que je dis. Pour venir à bout de cette maladie, la seule chose dont tout le monde est sûr, c'est que quand on respecte les mesures barrières, ça recule. Ça, on en est sûr. Ensuite, on sait aussi que quand la maladie est prise tôt, c'est-à-dire quand on s'en va se faire dépister tôt, ou qu'on signale son cas tôt, qu'on traite les symptômes, le virus n'a pas le temps de migrer dans tout le corps et d'aller vers les complications et les cas graves. Donc, respectons les mesures et allons nous faire dépister. C'est vrai que ça va augmenter les chiffres, mais en même temps, on va atteindre ce fameux pic que tout le monde attend. Une fois que la majorité des gens aura été se faire dépister, on va atteindre un chiffre. Ensuite, chaque personne sera consciente qu'il faut qu'elle respecte les mesures. C'est pour ça qu'on avait dit la dernière fois, chacun de nous doit se considérer comme contaminé. Je me protège et surtout, j'évite de contaminer les autres, ceux que j'aime, ma famille, mes amis, parce que je souhaite les retrouver après le départ de M. Corona. Donc, pour confirmer la théorie qui dit que chaque personne bien portante est un malade qui s'ignore, c'est cela? Oui, parce que en plus de compliquer la vie aux scientifiques et aux personnes du monde entier, M. Corona peut être en vous une semaine sans symptômes. J'adore votre sens de l'humour, Monsieur Corona. Non, mais on est obligé parce que sinon, on va se mettre tous à paniquer et je préfère le prendre de façon positive. C'est clair. On a quelqu'un qui est venu nous rendre visite, exactement. Un étranger qui est venu nous rendre visite. Il faut qu'on sache l'accueillir, le mettre au mieux, le bichonner. Non, pour qu'il puisse là, partir. je ne vous rejoins pas. Non, mais justement, il est vraiment indésirable. Non, moi, il est indésirable. Si jamais il est bien bichonné, s'il est bichonné, il décide de s'installer. Quand je dis on le bichonner, c'est-à-dire au lieu de paniquer et de ne pas avoir tous ses moyens pour pouvoir le combattre, des fois son propre ennemi, votre pire ennemi, il est facile à combattre quand il est à côté de vous. Donc, partant de cette théorie-là, Corona, on t'étudie, on a compris qu'en respectant les mesures barrières, tu vas reculer. Donc, on t'étudie, mais on sait comment te faire partir. Moi, je veux m'adresser à lui. Monsieur Corona, je vous déteste. Non, il ne faut pas lui dire ça, il va rester. Déteste, je ne vous aime pas. Retournez d'où vous venez. Cette maladie, j'en ai fini. Chez vous. nous renverse la tête. On est là comme Comment ça, la vie est devenue discuter. On donne personnifier un virus ou une pandémie. Mais c'est votre ennemi. Mais il va finir par nous rendre dingue, le monde entier, mais c'est une personne. Non, mais celui-là, franchement, il faut l'appeler votre honneur. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer tous les effets collatéraux. Franchement, moi, je suis abasourdie. Aujourd'hui, regardez votre public. Il ne se passe pas de jour aujourd'hui où il n'y ait de violence dans les foyers. Il y a des morts. Oui. Parce que les gens ont du mal à rester ensemble. Ils n'ont pas eu cette habitude de rester ensemble. Et aujourd'hui, c'est trop difficile. Et rester enfermé, c'est lourd, c'est difficile. Il y a de plus en plus d'adolescents qui sont mis à la porte par leurs parents. Franchement. Parce qu'ils ne les supportent pas et ils découvrent des nouveaux enfants qu'ils ne connaissaient pas. Si. Corona. Les maîtresses.
On vous salue. Merci, merci, merci et merci, vraiment. Oh là là là. Une question un peu précoce. Docteur, comment vous voyez l'après-confinement? De quoi? Comment vous voyez, sinon vous entrevoyez l'après-confinement? L'après-confinement, il faudrait déjà qu'on puisse atteindre ce fameux pic. C'est l'espoir qu'on puisse l'atteindre rapidement et qu'ensuite on aille en pente descendante et que petit à petit on retourne à la vie normale. Mais la vie d'avant va être Cette vie normale va être véritablement normale parce que je pense que... Voilà. La vie d'avant va être très compliquée et parce que tout le monde sait qu'il va disparaître, mais il va aussi, comme des fois il est que endormi, il va falloir respecter les mesures barrières pendant un certain temps. Même après le confinement. Réapprendre à vivre tous ensemble, à regarder l'autre différemment, parce que il peut continuer à vous contaminer. Il y a un monde nouveau qui se prépare. Avec une très réelle distanciation sociale qui va s'installer. Ça ne sera plus juste pour fuir le corona, mais ça va se sentir dans les rapports humains. Parce que là, c'est déjà rapport humain, rapport économique, rapport en tout. La confiance ne sera plus placée au même endroit. Ça, c'est mon avis. Docteur, concernant le dépistage, alors est-ce que tout le monde peut aller se faire dépister ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir des symptômes, de se sentir un peu malade? Comment ça se passe? Moi, j'ai été... au début, on nous a dit qu'il fallait aller se dépister en cas de symptômes. D'accord. Hier, sur la RTI, j'ai vu que il y avait des gens qui allaient se dépister pour protéger leur famille et qui y allaient spontanément. Et que, en fait... À titre préventif, c'est ça? À titre préventif, puisque vous pouvez être asymptomatique. D'accord. Donc, actuellement, ils accueillent tout le monde. Donc, il faut en profiter. Il n'y a pas la queue. Je crois qu'ils font 100 dépistages par jour. Tout le monde devrait y aller. Et puis, c'est gratuit. Donc, faut en profiter, c'est gratuit. Bon, si peut-être ceux qui ont mis ça gratuit m'entendaient, mais c'est gratuit. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit. Non, ça a été dit que ça sera gratuit. Tant que M. Corona sera parmi nous, ça sera gratuit. Ah là, je vois qu'on a projeté les signes. Et il faut savoir que ces signes-là ne sont pas définitifs. Puisque chaque semaine, il y a des nouveaux symptômes. Wow. On ne connaissait que les 4 premiers symptômes. Et plus on avance, plus on se rend compte que quand ils migrent, l'inflammation va partout. Donc, allez vous faire dépister et faites-vous prendre en charge parce que vous voyez, le sang partout où il circule, c'est grave. En sachant que, docteur, on peut ne pas avoir tous ces symptômes. C'est parfois 2 ou 3 ou 4. Non. Vous n'aurez pas tous ces symptômes si vous allez vous faire traiter tôt. D'accord. Pas d'automédication. Lorsque vous avez des signes de fatigue, je prends par exemple... Ça suffit pour s'inquiéter. Ça suffit parce que c'est 38,1%. 38,1%. Oui, ça suffit. Ça suffit? Ça suffit pour aller au centre de dépistage. En plus, il y en a un juste à côté. Un symptôme suffit pour aller se faire dépister. Alors, moi, si je me sens un peu fatiguée, je ne fais pas de fièvre, je dois m'inquiéter? Oui. Ok. Wow. J'ai des courbatures, je dois m'inquiéter. J'ai des courbatures plus que j'en ai sans avoir fait de sport, je dois m'inquiéter. J'ai des douleurs musculaires, je dois m'inquiéter. J'ai un peu de nausée sans être enceinte, je dois m'inquiéter. J'ai une gastro, plus communément appelée une diarrhée, je dois m'inquiéter. Je ne veux pas être pessimiste. On va tous devenir hypochondriaques ici, c'est pas possible. Non, mais il le faut. Mais vous allez vous inquiéter, mais au moins vous serez rassurés. Je pense que le plus simple, allez vous faire dépister. Voilà. On va aller allons nous faire dépister, c'est mieux. Franchement, voilà. C'est mieux. Comme ça, vous avez Caroline vraiment le cœur net. est en train de réfléchir à tous ces symptômes, en fait. Bon, je me porte bien. Je pense que je suis bien plus forte que le corona. Que monsieur Corona, Bravo, absolument. bravo. Merci infiniment. Il est 51, voilà, 12h51. Et on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Quand même assez soft cette émission de ce jour. Hein. Oui. Voilà. Bonne humeur. N'est-ce pas? Très bien. Paulus Agathon. Docteur Paulus. L'émission est terminée. Voilà, on a été très heureux de vous la présenter. Rendez-vous très prochainement, je dirais lundi, mais déjà demain vendredi, vous aurez donc une rediffusion. Restez en notre compagnie, restez surtout sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Bye bye.